Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe Actualité. Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique en ce début de semaine. Sur le plateau, Olivier Servat, député de la Guadeloupe. Olivier Servat, merci d'être avec nous. Alors, on va dire que vous êtes aujourd'hui l'homme de la situation. Vous êtes celui qui va gagner ce combat sur la réintégration des non-vaccinés. Bonsoir Madame Boissé, merci de m'avoir invité. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Le combat est difficile. Il n'est pas encore gagné, mais c'est clair qu'on ne va rien lâcher parce que je crois que la cause est juste. On ne remet pas en cause la vaccination. Il ne s'agit pas de ça. Nos adversaires politiques veulent toujours ramener ça sur le terrain de « ils sont anti-vax ». Non, la question c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont un métier, qui sont des soignants, qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, mais qui pourtant, pendant longtemps, pendant des mois, ont exercé à côté du malade, sans test, sans masque, sans gants. Et aujourd'hui, ils sont suspendus un peu méchamment. Méchamment puisque la France est isolée au sein de l'Europe. Il n'y a guère dans toute l'Europe que la France et la Hongrie qui suspendent encore leurs soignants non vaccinés. Nous sommes en Guadeloupe dans des déserts médicaux. On a besoin de personnes au chevet du malade. Prenons un exemple. Docteur Monet de Reville, cardiologue, suspendu. On a des personnes qui attendent 10 mois pour avoir un rendez-vous chez un cardiologue. Est-ce sérieux? La réponse est non. Il y a des pertes de chance, il y a des hommes et des femmes qui décèdent. J'ai l'exemple d'une mamie de Morne-à-l'Eau qui est décédée parce qu'on ne lui a pas mis un pacemaker à temps. Donc la réalité est que c'est un combat à mener parce qu'il est juste, parce qu'il s'agit d'un combat pour des hommes et des femmes. Pour toute la France, on va le préciser. Bien sûr, pour toute la France. Alors, ces gens-là, la Renaissance, la majorité, là, le gouvernement nous dit « ouais, mais c'est un faible pourcentage ». 0,5% de personnes, ça fait 15 000 personnes en France. Ici, nous sommes à 1500, ça dépend des chiffres. Mais en fait, derrière cette statistique, vous avez un être humain. Chaque homme et chaque femme qui n'est pas à son travail est finalement désorienté et molesté, piétiné, il est désocialisé. Et puis, comment faire pour survivre et subvenir à ses besoins sans cette rémunération? Alors, ce combat-là, on a beaucoup parlé du fait que vous ayez eu une petite altération, on va dire, avec un autre député. Vous avez dit ce que vous savez, hein, tu la fermes. Mais, alors, oui, ça a fait le tour, mais finalement, qu'avez-vous obtenu dans tout ça? Eh bien, on a obtenu le fait que, déjà, au niveau national, nous étions majoritaires. Cette nuit du jeudi 24 novembre 2022, à l'Assemblée nationale, les groupes NUPES, LIOT, Liberté, Indépendance, Outre-mer, Territoire, dont je suis issu, les Républicains et le Rassemblement national, nous étions majoritaires. Si bien qu'il y a eu un premier vote parce qu'ils voulaient rejeter ce texte et on a gagné 261 voix contre 80, donc très largement. Et bien, à partir de ce moment-là, nous avons pu montrer que les oppositions, parfois très opposées, NUPES, Rassemblement national, peuvent se retrouver sur un texte dans l'intérêt des soignants. Donc, on n'a pas pu, parce qu'ils ont fait de façon éhontée, de façon honteuse, obstruction, le gouvernement s'est immiscé à ça. Ça n'était jamais arrivé sous la Ve République, Madame Boissé. C'est-à-dire que, alors même que nous voulions aller jusqu'au vote, alors même que nous allions gagner le vote, le gouvernement est arrivé, a déposé un amendement et a déposé des sous-amendements mesquins en changeant le pour là, pour ne pas arriver au vote, alors qu'une niche parlementaire, c'est de 9h à minuit. Eh bien, c'était laid de la part de ces gouvernants, parce qu'ils piétinent la démocratie. Donc nous avons obtenu le fait de montrer leur vrai visage, un visage d'intolérance. Mais au-delà, ce que les soignants réclament, c'est d'être réintégrés. Alors est-ce que vous vous êtes donné une limite? Est-ce que vous vous êtes dit, on a donc un timing là-dessus? On doit aller le plus vite possible, puisque ce sont des souffrances. C'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, ils ne sont toujours pas réintégrés. Chacun se bat avec ses armes. Nous, la représentation nationale était majoritaire, c'est-à-dire que le lieu de
la démocratie française était majoritaire. Je crois qu'on avait fait le job. Dans la rue, les forces syndicales se battent aussi. Hein. Maintenant, je crois qu'en janvier, il y aura de nouveau à s'interroger sur ça, puisque le Rassemblement national veut reprendre cette niche. Alors, bon, il y a des petites guerres, à mon avis, inutiles avec la NUPES en disant qu'on ne veut pas voter quelque chose du Rassemblement national, ce qui est ridicule. Pourquoi c'est ridicule? En novembre, on voulait voter la réintégration des soignants et, finalement, le test toutes les 24 heures pour s'assurer que les personnes qui sont au chevet du malade soient indemnes de Covid. Et en janvier, du coup, les gens de GDR, les socialistes, écologistes, communistes ne veulent pas voter le même texte qu'ils avaient voté. Donc c'est un peu ridicule, ce sont des guéguerres qui nous font perdre du temps. Alors, guéguerre, nous n'avons pas beaucoup de temps malheureusement, mais nous aurons l'occasion de nous revoir. Alors, Olivier Servat, est-ce que vous avez pensé, vous, parlementaires, à un fonds de secours pour les soignants, à l'endroit des soignants, puisque ça n'avance pas, ce sont des mères et des pères de famille qui ne travaillent pas. Alors, est-ce que vous, en tant que parlementaire, vous avez pensé à faire une petite cagnotte pour toutes ces personnes? Bon, chacun a fait ce qu'il pouvait. Moi, avec beaucoup de discrétion, j'ai peut-être fait ce que je pouvais, mais ce sont des gestes individuels. Par contre... Donc, vous avez fait des gestes, vous avez aidé? J'ai fait ce que j'ai pu, à mon humble niveau. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'en fait, la cagnotte, elle existe déjà pour eux. Parce que ce sont des fonctionnaires. Et le budget de l'État a déjà budgété le salaire de ces fonctionnaires qui étaient en exercice. Donc en fait, après l'argent, nous commandons à l'État, c'est un argent qui leur est dû parce que c'est déjà budgété des années passées, parce que l'État de suspendu, c'est un État où le fonctionnaire reste fonctionnaire. Je sais que des fois, vous vous mettez ensemble pour mener des actions, pour faire des choses. Donc c'était juste pour savoir si vous étiez mis ensemble pour pouvoir justement aider ces soignants suspendus. Avec le mouvement Ecosabi, on a fait ce qu'on pouvait. Mais d'autres aussi, beaucoup d'autres ont fait les parlementaires ne se sont pas regroupés pour ça. On s'est regroupés pour défendre la réintégration des soignants. D'accord. Ça, c'est clair. Alors, Olivier Servat, un autre sujet. On sait que vous avez été auditionné dans l'affaire des grands frères. Alors, où en est-on exactement? Eh bien, on en est au fait que, le parlementaire que je suis ne s'immisce pas dans les affaires judiciaires. Il y a une stricte séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Une fois que j'ai dit ça, j'ai eu à dire ce que j'avais déjà dit très tôt par un communiqué de presse en disant que moi, j'ai eu à appeler certains grands frères pour trouver des solutions. Souvenez-vous, à cette période de l'année, il y a un an, fin novembre, début décembre, il y avait des barrages partout, il y avait des républiques un peu partout, à Sainte-Rose, à Bouliki, à Margaillard, à Petit-Bourg, à Perrin. Et on constatait que les forces syndicales n'avaient pas la main, ou en tout cas, elles ne maîtrisaient pas ces barrages-là. Donc il fallait aller au plus près de ceux qui semblaient avoir un lien avec ces barrages. Eh bien, avec le président Chalut, j'ai eu à faire des réunions, d'autres en ont fait. Et d'ailleurs, j'ai eu à répéter à ce moment-là qu'ils nous ont soumis des idées intéressantes. Par exemple, des ambassadeurs de la jeunesse, où il s'agissait d'aller au plus près de la population un peu désœuvrée, en chômage, les jeunes, sur les blocs, sur les quartiers, dans les cités, pour leur expliquer les dispositifs qui existent et qu'ils ne mobilisent pas. Donc, si, et bien évidemment, je condamne toute violence, je le dis très clairement, s'ils se sont rendus compte... Mais pour l'instant, ces grands frères sont en difficulté. Donc, ben, ils ont aidé, ils ont donné des idées, mais actuellement, oui, ils sont en prison. Ce que moi j'ai eu à dire, c'est que je soutiens l'idée qu'ils ont participé à une réunion où j'étais présent, ou que j'ai sollicité, et qu'on a eu de bonnes idées de leur part. Maintenant, la justice suit son cours, et j'imagine que cette justice est une justice impartiale. C'est une justice qui fait honneur au pays qu'est la France, et qu'on jugera ces personnes en toute impartialité. Voilà, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je demande. Et est-ce que vous serez entendu? Ben, comme je vous l'ai dit, ça c'est la justice qui passe. Hein? J'imagine que s'ils n'ont rien fait, ils seront innocentés. D'accord. Maintenant, le 8 septembre 2022, le président de la République a lancé le Conseil national de la refondation, CNR. Vous êtes au courant de cela? Donc, la santé, alors, est l'une des thématiques prégnantes au niveau d'une concertation qui a été initiée sur le plan national. La Guadeloupe n'est pas
en reste, puisque demain, il y aura quand même cette rencontre ou cette consultation sur la santé. Est-ce que vous y allez? On est invité, oui, on va participer. Il est toujours bon de finalement travailler dans l'intérêt pour voir ce qui aurait pu être amélioré. On a vu que pendant cette crise Covid, l'ARS et la préfecture ont une communication qui n'est pas passée auprès des Guadeloupéens, qui n'a pas su convaincre. Je crois que chacun doit se remettre en question, y compris Alors les les élus. parlementaires, les élus aujourd'hui doivent se mouiller pour être entendus. Oui, moi je crois que c'est bon. Concerter, c'est une bonne chose. Ça sera autour d'une table et réfléchir pour améliorer les choses, je suis d'accord. Et on a bien vu, j'avais eu à le dire à la directrice de l'ARS à l'époque au préfet, la communication qu'ils avaient un peu descendante de personnes qui ne nous ressemblent pas naturellement, ne passait pas. On aurait dû sûrement passer par les médecins de ville, sûrement passer par l'hôpital. Peut-être aussi que les politiques auraient pu mieux se mouiller, je prends ma part. Et puis, on doit faire en sorte de convaincre la population et de ne pas vouloir absolument lui imposer. Convaincre sur quoi? Sur son intérêt général, sur finalement l'intérêt qu'elle a à pouvoir être bien prise en compte. Parfois, je le disais tout à l'heure, pour les grands frères, on a des dispositifs qui existent et qui ne sont pas connus de la population et qui pourraient leur être bénéfiques. Donc on doit remettre le doigt sur le métier et continuer à échanger avec elle et donc refonder la relation partenariale sur le système de santé, sur le système Alors c'est scolaire. vrai que les Guadeloupéens disent il y a beaucoup de paroles, beaucoup de parlottes, il y a plein de rencontres, mais pour quel résultat? Alors qu'attendez-vous justement de cela? J'espère que ça ne va pas juste faire flop et que c'est pas encore une rencontre. Hein. Ça a été initié. Vous n'en êtes pas convaincu? Je ne suis pas a priori quelqu'un de négatif et de pessimiste. Donc, faisons confiance. Nous sommes invités à réfléchir. Nous dirons ce que nous voulons dire, voire améliorer. Et je pense que ce sera d'une façon ou d'une autre prise en compte par les gouvernants. Quoique parfois, on peut douter de leur capacité à tenir compte de la réalité du terrain. On a l'impression que parfois ils sont bornés, on l'a vu Vous sur... serez noyé sur le plan national. Il y aura des propositions de partout. Donc, pas forcément adaptées à la Guadeloupe. C'est pour ça qu'on doit y être, pour faire des propositions spécifiques aux Outre-mer et à la Guadeloupe, parce qu'on a des réalités qui méritent d'être prises en compte, ça c'est vrai. Oui. Donc, vous y serez demain et Oui. vous verrez ce que vous allez en tirer. Alors, au-delà de tout cela, il y a aussi ce conseil scientifique sur le problème chlordécone. Alors, il y a beaucoup de choses. En cette fin d'année, on sait que les choses se bousculent. Alors, là aussi, est-ce qu'il y a des choses... des zones d'ombre sur ce dossier chlordécone? Oui, il y a des zones d'ombre, je voulais dire lesquelles. On ne peut pas nier, parce qu'on doit être honnête intellectuellement, que c'est le président Macron qui a dit le premier, je reconnais la responsabilité de l'État. OK. On ne peut pas nier. Pas encore vraiment prouvé quand on regarde Non, les mais justement, choses. on commence Oui. par là, mais j'y arrive. Oui. Il y a des zones d'ombre, très clairement. Il a aussi, avec ses équipes, multiplié les moyens sur les plans chlordécone 3, 4. Il y a une responsable directrice qui est en charge de tout ça. Mais en fait, on a un vrai problème sur la chlordécone. C'est que quand on reconnaît la responsabilité de l'État, on doit pouvoir lancer, et je l'ai demandé ce matin à l'université, c'était les 40 ans, je l'ai déjà dit aussi par ailleurs, on a besoin d'avoir un appel à projet lancé qui permette de faire le lien précis entre cancer et chlordécone. Là, pour l'instant, l'État... Cancer de la prostate, on précise? Tous les cancers. Vous dites tous les cancers? Oui, tous les cancers, parce que aujourd'hui, vous et moi, la Guadeloupe est imprégnée à 95% dans son sang, dans sa chair, dans son corps, de chlordécone. On doit pouvoir faire ce lien entre cancer, tous les cancers, et chlordécone. Aujourd'hui, Madame Buzyn, que j'ai auditionnée en 2018, ça fait déjà 4 ans, elle était ministre de la Santé à la délégation, nous avait dit qu'elle va lancer cet appel à projet pour faire le lien entre cancer et chlordécone. Nous attendons toujours, et d'après ce que j'ai compris, ils nous disent que c'est compliqué de trouver des spécialistes au niveau national pour pouvoir faire cela. Non, faisons cet appel à projet, identifions le lien clair entre cancer et chlordécone, et là, on va commencer par les Là, baillots. ce sont des scientifiques qui viennent et puis qui auront à réfléchir, à discuter sur ça. Alors on sait, il y a des scientifiques qui disent des choses, mais pour aller où? Mais c'est ça. Est-ce que c'est un constat qui sera fait? Est-ce que ça permettra d'avancer, d'indemniser? Enfin bref. C'était satisfaisant. Où va-t-on? Justement, où je veux qu'on aille. Parce qu'ils avaient déjà fait ça l'année dernière en Martinique, ils reviennent en Guadeloupe. J'ai dit, j'ai eu à le dire, là, il y a 3 semaines en France, il y a une réunion qui préparait ça, que pour l'instant, on n'est pas content de ce qu'ils font. Parce que
Ce qu'on veut, c'est qu'on identifie le lien entre cancer et chlordécone. Et là, Madame Boissé, vous allez commencer par les bonnes nous. Parce que s'il y a le lien entre cancer et chlordécone, donc il faudra indemniser. Et au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui, ils font semblant aujourd'hui. Ils font semblant pourquoi? Ils nous disent, ah mais oui, on ne comprend pas, nous on veut indemniser ceux qui ont travaillé sur les bananeraies, mais il n'y a pas beaucoup de dossiers. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de dossiers. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ça fait déjà depuis 92 que ça s'est arrêté, donc soit ils sont déjà morts, et soit souvent, c'était des travailleurs clandestins, non déclarés, donc ils n'existaient pas dans les tablettes. On parle surtout de cancer de la prostate, et on s'est focalisé dessus. C'est dommage. Depuis bon nombre d'années. Il y a des femmes qui ont travaillé dans les bananeraies. Il n'y a pas les prostates, ces madames-là. Donc, il faut aussi élargir cela. Et je regrette que pour l'instant, ce soit trop étriqué que pour les travailleurs des champs de bananes sur le cancer de la prostate. On doit donc, point important, faire cet appel à projet avec des scientifiques de haut niveau pour identifier le lien entre cancer et chlordécone. Et là, on va demander deux choses. Un, l'indemnisation de toutes les victimes qui tombent malades de chlordécone. Et deux, la dépollution des terres. Ça coûte un maximum d'argent à l'État, mais il faut que l'État paye. Sur la première partie, indemnisation de toutes les victimes, il va falloir les identifier. Mais justement, s'il y a un lien entre... Ah ben oui, c'est là ça devient intéressant. Si on identifie le lien entre cancer et chlordécone, Madame Boissé, et si des personnes... Par exemple, sur le cancer de la prostate, nous, hommes guadeloupéens, nous sommes exposés 10 fois plus qu'un homme français. Nous avons l'exposition numéro 1 dans le monde du cancer de la prostate. Ça veut dire bien qu'il y a un lien, donc il faut indemniser nous, mais il n'y a pas que, il y a les femmes aussi qui sont touchées sur un certain nombre de situations, et là, ça devient intéressant. Pour l'instant, ils détournent leur regard, ils ne veulent pas regarder dans ce sens-là, mais nous voulons qu'il y ait l'argent. Ah ben ça c'est pour les maillots. Ah ben écoutez, c'est l'État français, il a reconnu la stabilité de l'État, le président de la République. L'État dit je n'ai pas d'argent. Non, l'État prochain dit ça. En attendant, Carreco a dit c'est pas un problème d'argent. Depuis Carreco Palais, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'ingénieur, etc. Ben tant mieux. Et vous croyez à cela que c'est pas un problème d'argent? Ben ce que je crois, c'est que nous avons été victimes. Ce que je crois, c'est que nous sommes des Français, que l'État a dit je suis responsable, eh ben qu'il faut que ça se traduise par je paye. Ah. Aussi simple que ça. Ah ben, non, mais c'est pas si simple parce qu'il faut, je le répète, ce lien entre cancer et chlordécone. Et là, pour l'instant, ils ne veulent pas rentrer dans ça. Ils nous parlent de jardin créole, de meilleure façon de manger. Tout ça, c'est vrai, d'accord. Mais concrètement, dépollution des terres. Voilà un truc qui coûte beaucoup d'argent aussi. On sait comment faire. Professeur Gaspard a déjà trouvé la solution comment faire pour pouvoir cultiver sur des terres non chlordéconées. Les mers aussi. On a un souci avec nos poissons sur le croissant capestérien. Donc, voilà, des vraies questions qui doivent être traitées, non pas juste les scientifiques à venir en Guadeloupe promener et dire-nous que finalement ça a compliqué, etc. Non, on veut un appel à projet entre cancer et chlordécone pour avoir le lien. Ça fait beaucoup de problèmes à résoudre pour l'État. Ah ben oui, ben l'État, ben, ils sont en responsabilité, ils assument les leurs, comme nous assumons les nôtres. En tout cas, ils vous renvoient souvent la balle en disant qu'il faut que les élus puissent assumer leurs responsabilités. Ce qui n'est pas faux par ailleurs. Il faut ces élus-là assumer responsabilité ailleurs avant de demander plus de responsabilité. Sur les transports, sur l'eau, sur les stations d'épuration, sur les routes. Bon nombre sur l'eau, il faut que l'État se mouille au niveau de l'eau. Alors, est-ce que vous êtes en marge de ce discours? Il faut que l'État participe, bien sûr. J'ai eu à faire une commission d'enquête sur l'eau avec Mathilde Panot l'année dernière. Et on a identifié que les responsabilités étaient croisées et que le préfet, donc le représentant de l'État, durant les années 80, a laissé faire un système où la Générale des Eaux maîtrisait tout, faisait tout, sauf l'entretien correct parce qu'il maîtrisait tout le réseau. Et donc, effectivement, les fonds qui étaient dédiés, perçus par les communes pour les canalisations, ont été utilisés à autre chose. Donc, le préfet, l'État est responsable. Donc, oui, il doit mettre la main à la pâte maintenant. Alors, que pensez-vous du fonctionnement de la structure unique de l'eau? Est-ce une structure vouée à disparaître ou à avoir un autre gestionnaire? Comment abordez-vous? Et vous qui êtes justement souvent dans l'Hexagone, quels sont les bruits que vous entendez sur ça? Eh ben, honnêtement. Oui, bien sûr. Il y a une loi qui a été faite uniquement pour la Guadeloupe pour faire un syndicat unique. Je vous dis quelque chose que je n'ai jamais dit. Précédemment, le préfet Gustet est venu me voir me disant « Bon, je souhaite que vous portiez cette loi sur l'eau. » Là, on regarde des lois. Alors, on dit « Bon, en fait, les dettes fournisseurs, qui m'ont payé yo ?» Il m'a dit « Non, non, on ne traite pas ça. » On dit « Ben, on va apporter loi là, ça. » Donc, il a trouvé d'autres parlementaires pour le faire. C'est insatisfaisant ce qui a été voté.
au niveau de l'Assemblée et du Sénat. Insatisfaisant. Aujourd'hui, l'État vient en grand chevalier blanc en disant voilà, je mets des sous, je mets d'ingénieurs, je mets des gens. Mais il faut être fait ça depuis le départ. Nous perdons le nez. Et donc, les élus. Est-ce parce que les élus sont en charge, justement, ils font de leur mieux. Sont dépassés? Ils sont dépassés parce que c'était mort-né, ce machin-là. C'était mort-né. Et ils n'ont pas vu venir? En tout cas. Je les ai mis en garde sur ça. Les dettes fournisseurs, ça ne peut pas fonctionner si tu reprends les dettes fournisseurs. Et donc, à ce moment-là, il lui fallut dire non, nous ne voulons pas de cette façon de faire, en récupérant à la fois les dettes bancaires, les dettes fournisseurs, en n'ayant pas les recouvrements des créances clients, ça ne peut pas fonctionner. Donc aujourd'hui, l'État intervient, il fait son travail qu'il aurait dû faire depuis tantôt. Ouais. Donc les élus vont continuer à gérer. Ah oui, c'est une loi. Et puis il faut qu'ils montrent. Il y a certains élus qui veulent la domiciliation du pouvoir localement ou bien domiciliation du pouvoir central. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, domiciliation du pouvoir local. C'est soit localement ou bien soit domiciliation du pouvoir central. Mais on veut plus de pouvoir. Vous ne voulez pas plus de pouvoir? Ça dépend de quelles conditions. On veut pouvoir et l'argent. On veut moyen, juste des pouvoirs. Pour avoir des pouvoirs, ça sert à quoi? À rien. Et puis déjà, on a déjà un paquet de responsabilités, on a déjà un paquet de pouvoirs. Et même, on peut aller plus loin. La CTAP, Conférence territoriale de l'action publique, c'est une instance qui regroupe la région, l'État, le département, les intercommunalités. Et on peut déjà déléguer des compétences entre celles-ci. L'État peut déjà déléguer des compétences. On a déjà fait ça avant d'aller chercher plus loin. Ceci étant dit, puisque vous me tendez la perche sur l'évolution constitutionnelle, institutionnelle, qu'est-ce qu'on doit dire? Parce que souvent, on ne le dit pas ça. Donc faisons preuve d'explication. Rapidement, puisqu'il nous reste très peu de temps. Très peu de temps. 2024, on est obligé de revoir la Constitution par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Accord de Nouméa OVA 86 font que la Constitution, si on ne la bouge pas, Nouvelle-Calédonie n'existe plus dans la Constitution. Donc on doit modifier mécaniquement, techniquement, la Constitution 2024. Et certains veulent s'intéresser à une évolution constitutionnelle ou institutionnelle de nos territoires. Pourquoi pas, mais à deux conditions. Un, que ça aille dans l'intérêt du peuple, que deux, ça soit validé avant par la population. Alors rapidement, vous avez 1 minute pour nous dire 2 mots là-dessus. Je ne peux pas vous laisser partir sans en parler. Le problème de vie chère, est-ce une fatalité? Non, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on doit pouvoir se dire que la Guadeloupe est un espace où rentrent des marchandises qui arrivent avec un prix trop important. Donc, comment faire? Le bouclier qualité-prix. Le ministre a dit qu'il a annoncé quelque chose le 8, oui. Ça a accouché d'une souris, hein, ça n'est pas satisfaisant, on doit aller beaucoup plus loin. On doit mettre un bouclier qualité-prix sur plus de produits. On doit par exemple mettre la bouteille, le pack d'eau à 1 €. Je l'avais soumis, ça, il n'était pas contre, mais enfin, il fallait que les collectivités locales s'y intéressent. Donc on doit pouvoir toujours se dire qu'on peut lutter contre cette vie chère. Qu'avez-vous à dire, juste une seconde, alors qu'avez-vous à dire à ceux qui qui divulguent cette information? Oui, mais le problème de vie chère n'intéresse pas les parlementaires. Ils sont que sur le dossier de la réintégration des soignants et c'est tout. Ben non, on est sur un paquet de dossiers en même temps. Là, on est sur le dossier, par exemple, de l'accélération des énergies renouvelables. Je suis en train de travailler pour développer la géothermie un maximum en Guadeloupe parce que ça, c'est un potentiel extraordinaire de sous-sol pour notre pays. Et je souhaite que les Guadeloupéens puissent être associés à l'entreprise qui va pouvoir exploiter ça parce que c'est notre richesse. Et bon, on y travaille. J'espère qu'on va y arriver. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.